Dernière conférence du Jeudi Sudos pour cette année universitaire 2022-2023. Donc bienvenue, bienvenue à ceux qui sont en salle et puis bienvenue à ceux qui nous suivent à distance. Et donc ce soir c'est Clara Jean qui nous fait l'honneur de présenter ses travaux merci sur les biais algorithmiques. Merci pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour diffuser la dernière session des Jeudis Sudos de cette année. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des biais liés à l'intelligence artificielle. C'est un petit peu un concept un peu abstrait pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que c'est des biais? Qui plus est, comment l'IA peut générer des biais? Et puis, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut y faire vis-à-vis de ces biais? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux, en particulier un travail principal que j'ai co-réalisé avec des collègues de l'IMTBS et de l'Université Paris-Saclay et qui cherche un petit peu à comprendre, déjà comment est-ce qu'il existe des biais, est-ce qu'on peut en identifier, quelle forme ça peut prendre et surtout comment on peut essayer de les réduire. Donc là, on va s'attarder dans ce cadre-là au contexte de la publicité en ligne, mais bon, on va voir qu'il y a quand même d'autres contextes où les biais sont également présents. Donc pour la petite histoire, ce projet, on l'a commencé il y a un certain temps, c'était en 2017, donc ça commence à faire un petit moment et on en parlait déjà à ce moment-là. Et ce projet s'est totalement développé dans le cadre d'une problématique d'entreprise, notamment une école d'informatique que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Epitech, et qui a très peu d'effectifs de filles au sein de leur effectif, seulement 4% d'effectifs de filles. Et vu que c'est une école qui fonctionne par mode projet, ils rencontraient énormément de problèmes d'innovation dans le type de projet qui était réalisé. Et donc, ils nous ont demandé si, tout simplement, les publicités en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, pouvaient être vecteurs d'attirer plus de filles pour résoudre ce problème ici d'innovation dans les projets qui sont créés. Donc ça, c'était pour la petite histoire et c'est ce qui a motivé un petit peu ce projet. Donc, pour introduire un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà vu la une de Bloomberg sur l'outil de recrutement d'Amazon. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ça parle à certains d'entre vous, mais Amazon, en 2014, a commencé à créer tout simplement un outil d'analyse de CV. Donc, c'était un outil qui avait pour but d'automatiser la sélection des candidats sur la base d'une analyse ici des CV faite par un algorithme ayant implémenté de l'intelligence artificielle. Et donc, comment fonctionnait cet algorithme? Tout simplement, comme nous, on va commander des produits sur Amazon et puis on va lui attribuer une étoile entre 1 et 5 étoiles. L'algorithme faisait exactement la même chose avec les CV des candidats. Donc, il attribuait entre 1 et 5 étoiles sur le CV du candidat compte tenu de l'offre de poste et tout simplement des compétences ici qui apparaissaient sur le CV. Donc, au premier abord, on se dit, bon, c'est super, ça permet un gain de temps, ça va permettre de filtrer. Et en fait, ce à quoi ils se sont confrontés, c'est tout simplement qu'ils se sont rendus compte que les femmes, ici, avaient toujours été, les CV des femmes avaient toujours une note qui était plus faible que celle des hommes pour des positions un petit peu techniques. Pour des jobs plutôt orientés scientifiques, plutôt orientés techniques. Et donc, ils se sont un petit peu posé la question de pourquoi. Ici, l'algorithme attribue toujours un score beaucoup plus faible pour les CV des femmes plutôt que pour les CV des hommes. Et ce qui s'est tout simplement avéré, c'est qu'ils ont entraîné, on parle souvent de la quantité de données nécessaires à l'entraînement des algorithmes intégrant l'IA, ils l'ont entraîné sur 10 ans d'années historiques, donc ici une large base de données. Et le problème, c'est que cette base de données reflétait majoritairement des hommes dans ce type de position. Donc en fait, ce que faisait l'algorithme, il reproduisait tout simplement ce que lui avait appris sur les données qui lui avaient été fournies. D'où, de plus en plus, ici, on parle de transition donc de la quantité vers de la qualité de la donnée par rapport à l'objectif ici qu'on veut atteindre quand on est une entreprise. Donc ici, on a premièrement un biais donc, lié aux gens dans le cadre de l'outil d'Amazon. Et puis, on va avoir également d'autres dérives liées aux intelligences artificielles. Peut-être que vous connaissez le robot Taille qui a été implémenté par Twitter.
en partenariat avec Microsoft. Donc le but c'était de développer un agent conversationnel et tout simplement le but du robot c'était d'apprendre en échangeant avec les utilisateurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lancé donc ce robot taille et puis au bout de 24 heures, ils ont décidé de totalement l'arrêter. Tout simplement parce que ce robot a commencé à avoir des propos misogynes, racistes et plutôt orientés trumpistes. Et donc on est arrivé avec un super tweet à la fin qui était God bless America. We are going to build a wall and Mexico is going to pay for it. Donc ils se sont dit bon, entre, on va dire, les opinions des utilisateurs et puis le fait que certains utilisateurs puissent avoir tendance à troller un petit peu l'algorithme, ils ont totalement arrêté parce que voilà, en moins de 24 heures, on avait un algorithme qui reproduisait tout simplement ici des tendances un petit peu étranges. Donc c'est un petit peu dans ce contexte ici qu'on va s'introduire et on va y parler également du contexte un petit peu légal qui émerge. On a eu le règlement général sur la protection des données personnelles en 2018 qui force les entreprises à, on va dire, avoir une utilisation plus respectueuse des données, en particulier des données personnelles des utilisateurs. Et puis en novembre dernier, est apparu et en tout cas a été appliqué ce qu'on a appelé le Digital Services Act qui a pour vocation un petit peu d'introduire un peu plus de transparence dans les décisions qui sont prises par les algorithmes. Et donc le but c'est de forcer un petit peu les plateformes, en particulier les grosses plateformes, donc les GAFAM, à expliquer pourquoi certaines corrélations tout simplement se produisent par le biais de leur algorithme. Et donc, on s'inscrit dans ce cadre à la fois où on a des biais qui émergent et puis on a également un cadre légal qui est en train de s'imposer. Donc, pour l'instant, c'est le premier de la série. Et puis ensuite, on a le Data Governance Act, le Data Act, le Privacy Shield qui a été voté puis enlevé. Puis maintenant, on a un nouvel accord EU-US et transatlantique pour rapatrier les données aux États-Unis. Donc voilà, on a un cadre légal qui monte en puissance et donc on a besoin un petit peu plus de comprendre ce qui se passe. Et donc ici, nous, ce à quoi on s'est intéressé dans le cadre de ce papier, c'est premièrement, qu'est-ce qu'un biais algorithmique ? Parce que ça, voilà, ça peut avoir diverses formes. Et pour nous, un biais algorithmique, ça va être un traitement injuste d'un groupe qui va résulter ici de l'utilisation d'un algorithme d'aide à la décision. On a, comme on a pu le voir avec l'exemple d'Amazon ou même l'exemple du robot taille, besoin de mieux comprendre ici l'origine de ces biais. Est-ce que ça vient des données? Est-ce que ça vient de l'entraînement qui lui a été procuré? Est-ce que ça vient du biais totalement involontaire du développeur? On a pu le voir par exemple avec la reconnaissance d'image de Google qui n'a pas forcément très bien fonctionné en 2014 quand l'outil a labellisé 2 Afro-Américains comme des singes. Là, on peut voir que déjà niveau image et écoute pub, c'est pas génial. Et puis par ailleurs, on peut voir voilà qu'il y a eu aussi un biais totalement involontaire ici du développeur qui a été, je n'ai pas forcément pensé à l'entraîner sur plus de diversité de visages. Donc la question qu'on va se poser, c'est comment on peut réduire ces biais algorithmiques, et en particulier les biais algorithmiques liés au genre, dans le cadre ici de publicités qui sont réalisées pour des filières scientifiques. Donc Science, Technology, Engineering and Mathematics. Parce que ce sont donc ces filières où les femmes sont souvent moins représentées que les hommes. Donc ici, la contribution, elle va être à 2 niveaux. Premièrement, sur les biais algorithmiques, on va voir que si on veut réduire un biais algorithmique, il va y avoir un compromis. Ici, que ce soit pour les managers, pour les entreprises. Ici, la réduction du biais algorithmique s'associe ici à une réduction totale de la publicité qui est affichée. Et dans un second temps, on va également contribuer ici à la modération algorithmique du contenu. Et donc, on va montrer que tout simplement, ici, les algorithmes peuvent avoir un rôle dans l'accès à l'information que les utilisateurs peuvent avoir quand ils sont sur ces plateformes et notamment sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus de jeunes maintenant qui tout simplement cherchent de l'information et qui utilisent les réseaux sociaux comme source première d'information. Et donc là, on va voir que l'accès à l'information est clairement différent si on a un homme ou une femme. Les implications, elles sont doubles. Premièrement, d'ordre pratique,
Ici, on a tout simplement complémenté un travail qui a déjà été fait par deux chercheuses américaines, Catherine Tucker du MIT School of Management et Anya Lambert de la London Business School, qui ont réalisé donc, des publicités pour des positions plutôt qui s'inscrivent dans un secteur technique et scientifique dans 190 pays du monde. Elles ont vu un moindre affichage auprès des femmes par rapport aux hommes. Et elles ont trouvé une explication qui est un mécanisme économique. Les femmes sur Internet, en particulier dans le cadre de la publicité en ligne, sont plus chères à cibler que les hommes. Et donc, ce que fait l'algorithme, c'est qu'il va pratiquer de l'optimisation. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, les hommes sont déjà plus représentés dans ces secteurs, les femmes coûtent plus cher. Je vais allouer cette publicité davantage aux hommes et moins aux femmes. Donc, elles ont trouvé un mécanisme économique, ici, qui pouvait expliquer un biais. Et nous, on va s'intéresser à comment on pourrait atténuer ce biais-là qu'elles ont identifié et voir si ce mécanisme économique tient toujours. Et puis ensuite, plutôt une application pour, on va dire, les décideurs publics sur comment on peut essayer d'auditer en fait ces algorithmes, parce qu'on ne peut pas avoir accès aux données, au code, et de toute façon, ici, étant donné que le code évolue de manière continue avec des paramètres qui changent tout le temps, on doit trouver une méthode plus simple pour pouvoir auditer ces algorithmes qui intègrent de l'IA. Donc, si vous avez des questions de clarification, vous n'hésitez pas en cours de route. Donc ici, ce qu'on a fait ce qu'on appelle des field tests, donc des expérimentations de terrain, où on a joué un petit peu avec le texte de la publicité. On a manipulé en fait le texte qui était présent dans la publicité et on a regardé l'impact que cette manipulation allait avoir sur l'affichage publicitaire qui est réalisé par l'algorithme. Donc là, on s'est mis dans la peau d'une école d'informatique et donc notre objectif, il était défini, c'était d'atteindre plus de femmes. Sauf qu'on ne veut pas non plus perdre trop d'hommes. Donc, on voulait tout simplement voir ici comment on pouvait trouver un petit peu cet équilibre. Et puis, on l'a vu précédemment, on a des preuves anecdotiques, notamment avec les travaux de Lambert Tucker, de la difficulté d'atteindre un public féminin en ligne, en particulier dans le cadre ici de filières scientifiques, que ce soit pour de l'enseignement supérieur ou même sur le marché du travail. Et donc, ce que nous avons réalisé, c'est que ces expérimentations de terrain qui prennent la forme en fait de campagnes publicitaires en ligne, on les a réalisées donc sur Meta ex Facebook, et on a utilisé donc leur gestionnaire de publicité. Donc, il faut savoir ici que sur ces plateformes, en particulier sur Facebook, le moindre affichage publicitaire résulte d'une enchère. Donc, chaque affichage résulte d'une enchère, ce qu'on appelle souvent une enchère au second prix, où toutes les personnes qui veulent cibler les mêmes personnes, tous les publicitaires qui souhaitent atteindre une cible précise, rentrent en compétition. Et donc, ici, l'algorithme va jouer à deux niveaux. Premièrement, lui, son but, c'est de maximiser le temps passé des utilisateurs sur la plateforme. Donc, il faut leur fournir du contenu qui est intéressant pour eux. Donc, lui, il faut qu'il maximise tout simplement l'intérêt des utilisateurs et donc tout simplement l'appariement du contenu qui leur est offert. Et puis, de l'autre côté, on veut que les publicitaires continuent à dépenser de l'argent ici sur la plateforme et donc on veut s'assurer qu'ils ont un bon retour sur investissement et donc on veut s'assurer ici de l'optimisation de l'affichage qui est réalisé. Donc, lui, son rôle, c'est principalement celui-ci. Et ici, l'évaluation algorithmique, elle va intervenir à deux niveaux. Comme je vous le disais, l'affichage publicitaire, il résulte à chaque fois d'une enchère. Et pour cette enchère, pour éviter que ce soit celui qui a la plus grande disposition à payer qui soit affiché, il va intégrer également une dimension de qualité de la publicité. Et c'est cette dimension de qualité qui est assez intéressante dans ce cas, parce que cette qualité, elle est déterminée par l'algorithme. C'est lui qui va la déterminer. Et parmi justement les critères décrétés par Facebook pour déterminer la qualité, on a l'historique du publicitaire, parce qu'il a reçu beaucoup de feedback négatif sur ses publicités. On va avoir donc, bien évidemment la disposition à payer et on va avoir le contenu. Donc ça va être le contenu textuel et le contenu également de l'image. Et donc, ici, l'algorithme intervient parce qu'il va calculer le score total et va décider qui gagne l'enchère et qui est affiché.
Et puis, il va également s'assurer que les publicitaires respectent les règles générales de la publicité sur Facebook, à savoir, par exemple, on ne peut pas faire de publicité sur l'alcool à destination des mineurs. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est également ce à quoi il va s'intéresser. Et donc là, nous, pourquoi du coup cette manipulation est intéressante? Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a vraiment une relation entre le contenu et tout simplement l'affichage qui est réalisé par l'algorithme. Donc ici, on a les deux publicités que nous avons ici choisies. Donc, on a mis tout simplement une publicité qu'on va appeler plutôt une publicité de contrôle, où on a mis des informations assez basiques qui restaient dans la ligne directrice de, on va dire, marketing de l'école, en l'occurrence qui a été effrayée ici, où on a mis le taux tout simplement d'insertion professionnelle et le salaire moyen à la sortie des étudiants. Donc ça, c'était notre publicité de contrôle. Et puis, on a une publicité de traitement où on a rajouté ici pour les femmes. Et on voulait voir, en fait, tout simplement, si ici, c'est, on va dire, deux mots, et en particulier ce mot, pour les femmes, allait avoir une influence dans l'affichage publicitaire qui allait être réalisé par l'algorithme. Donc, à savoir qu'ici, la différence de salaire moyen entre hommes et femmes à la sortie ici de l'école, elle est de 1800 € brut sur l'année, donc ce qui n'était pas vraiment très important ici en termes de différence. Donc, on a vu ces deux publicités et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé donc toute la France, les individus entre 16 et 19 ans, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était la population lycéenne, parce qu'ici, on avait une école qui est post-bac. On a ciblé tous les genres, les hommes et les femmes, et on a précisé ici, tout simplement, les lycées que nous avons ciblés. Donc, en fait, ce qu'on a fait avec notre publicité contrôle et traitement, c'est qu'on les a dupliqués, on a conduit 101 campagnes parallèles, 49 qui disposaient tout simplement de la publicité de traitement et 52 qui avaient la publicité de contrôle. Et donc, on a ciblé de manière successive les différents lycées qui apparaissaient ici dans notre expérimentation. Et puis, donc, ce que nous avons fait également, c'est qu'on s'est dit, OK, là, on va faire une petite randomisation sur les données administratives, en particulier sur les lycées, pour s'assurer qu'on va avoir deux groupes de lycées qui sont statistiquement comparables entre notre contrôle et notre traitement. Mais on va s'assurer en fait également qu'on a une représentation plus ou moins égale d'hommes et de femmes sur la plateforme, parce que ça pourrait également expliquer le choix ici d'affichage publicitaire de l'algorithme. Et sur la base tout simplement de nos critères de ciblage, donc là bien évidemment c'est une interface qui s'appelle Audience Insight qui n'est plus disponible maintenant par Facebook, on va dire Meta, et qui permet de savoir un petit peu la représentation des genres en fonction de l'âge du pays. Et puis on a d'autres informations en fonction du type de pays qui est ciblé. Par exemple, aux États-Unis, on peut cibler, on peut avoir la proportion de gens qui gagnent plus de 100 000 $. Voilà, c'est assez précis. Et donc ici, on a uniquement 18-24 ans, tout simplement parce que la plateforme ne donne pas d'informations sur les mineurs. Et donc pour revenir à notre histoire, on a ici, c'est le chiffre qu'il faut regarder, 50% ici de femmes et 50% d'hommes. Donc une représentation totalement équitable d'hommes et de femmes sur la plateforme compte tenu de nos critères de ciblage. Donc a priori, ça ne devrait pas jouer ici sur les résultats qu'on va obtenir. Donc pour résumer, on a fait donc une première expérimentation de terrain où on a joué ici avec le texte. On avait une publicité de contrôle, donc très neutre, et puis une publicité de traitement où là c'était sexo-spécifique, c'était genré, et on a dit qu'on voulait cibler davantage de femmes. Donc on a tourné de manière simultanée 101 campagnes publicitaires, on a ciblé, comme je vous l'ai montré, les hommes et les femmes de 16 à 19 ans au niveau du lycée. On avait mis un budget journalier donc, par campagne de 2 € et on a optimisé, ce qu'on peut optimiser selon différents critères, ici par le nombre d'impressions qui est tout simplement le nombre de fois où la publicité est affichée. On a randomisé ici à qui on a loué le traitement et le contrôle pour s'assurer qu'on avait deux groupes statistiquement similaires de lycées. Et puis,
Compte tenu des résultats qu'on a obtenus lors de la première expérimentation de terrain, on a décidé de tourner une deuxième expérimentation pour dissocier l'effet de la longueur du texte, qui peut avoir un impact sur la qualité en fait, de la publicité déterminée par l'algorithme, et également, entre guillemets, du sens du texte. Donc, on a également fait donc, une deuxième expérimentation où là, on a ajouté une autre condition qui était, on va le voir un peu plus en détail après, plus neutre. Ici, on n'a pas fait de randomisation pour la simple et bonne raison qu'en septembre 2017, on a eu un énorme scandale aux États-Unis sur les publicités, notamment sur Facebook, où on a eu des advertisers, des publicitaires qui se sont amusés à cibler la communauté juive et tout simplement à leur diffuser des atrocités directement. Donc, à partir de ce moment-là, Facebook a pris la décision de enlever 5000 items de ciblage et les licences des parties. Donc, on a décidé de cibler toute la forme. Donc, bien évidemment, on n'a plus de randomisation et on garde les mêmes critères de ciblage qu'auparavant. On a juste augmenté un petit peu le budget et on a suivi tout simplement les recommandations de la plateforme. Donc, si on passe directement ici à notre première expérimentation de terrain et aux premiers résultats. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est que les individus qui sont inscrits dans les lycées qui appartiennent ici au traitement, donc qui ont la publicité pour les femmes, bénéficient d'un moindre affichage publicitaire que les autres, premièrement. Et cette différence est significative entre les deux. Donc ici, l'ajout d'un mot, on ne sait pas si c'est l'ajout du mot ou le sens du mot, mais en tout cas, dans la publicité de traitement, l'affichage publicitaire est moindre. Et puis ensuite, on s'est un petit peu intéressé, nous, ce qui nous intéressait, c'était quand même la dimension du genre, les caractéristiques sociodémographiques notamment. Et donc, quand on regarde un petit peu pour les 18-19 ans, qui sont quand même la cible, on va dire, privilégiée, on va dire, pour une école post-bac, ce qu'on voit, c'est que dans la publicité contrôle, les femmes reçoivent significativement moins d'affichage publicitaire que les hommes. Par contre, si on regarde pour la publicité de traitement, ici, elles en reçoivent un peu moins, mais la différence n'est plus significative. Donc, elles ont tendance à recevoir un nombre équivalent de publicités par rapport à leur homologue masculin. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici pour la catégorie des 18-19 ans. Et ce qui est un petit peu contre-intuitif pour les 16-17 ans, c'est qu'on a toujours donc, une différence significative entre hommes et femmes dans le contrôle, mais il semblerait que cette différence s'augmente dans le groupe de traitement. Et ici, on pense tout simplement que c'est dû à la régulation qui est mise en place par Facebook pour les mineurs. Donc, principalement ici, un effet non significatif. Donc, les hommes et les femmes sont exposés à un nombre équivalent ici de publicités quand ils sont dans le traitement. Donc, là, on a un petit peu des évidences graphiques. On voulait être sûr d'avoir quelque chose un petit peu plus robuste au niveau statistique et économétrique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une estimation par les moindres carrés ordinaires. Donc, c'est tout simplement assez simple. Je ne sais pas s'il y a des stylos là, mais assez simple. Tout simplement, on a un nuage de points, on trace une droite qui essaie de résumer le nuage de points. Et le but du jeu, c'est de réduire au plus possible l'espace entre le point et la droite. Donc, c'est tout simplement ce que ça fait. Et donc, on a voulu notamment regarder l'effet du traitement, qui prendra la valeur 1, donc si l'annonce ici était une annonce de traitement. L'effet également ici pour le genre, qui prend la valeur 1 si ce sont des femmes. Et puis également l'interaction entre les deux. Donc, ce qu'on voit premièrement, c'est l'effet du traitement. On voit que les individus qui sont inscrits dans des lycées qui appartiennent au traitement bénéficient significativement d'un moindre affichage publicitaire. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose qu'on voit, c'est que si on s'intéresse uniquement à l'effet sur le genre, on voit également que les femmes, on retrouve ici un résultat qui a été montré dans la littérature, bénéficient également d'un moindre affichage publicitaire, et ce de manière significative. Par contre, quand on regarde ici l'effet du traitement sur les femmes, ici l'effet n'est plus significatif. Donc, elles ont accès à un nombre équivalent ici d'affichage publicitaire par rapport à leur homologue masculin. Et donc, ce
qui nous a amené un petit peu à conduire une deuxième expérimentation où le but était vraiment, on s'est dit, d'accord, là on a un résultat qui est intéressant, mais par contre on ne s'est pas vraiment expliqué si c'est dû à l'ajout du mot ou au sens du mot qu'on a dit. Et nous, on voulait essayer un petit peu plus de comprendre ce qui se passait derrière. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une condition supplémentaire. Donc, on avait 100% d'insertion professionnelle, environ 40 000 € de salaire brut moyen à la sortie. On a ajouté pour les femmes pour la publicité de traitement et on a ajouté également pour les étudiants. Pour les étudiants. Donc là, on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu plus neutre et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc je le rappelle, on n'a pas de randomisation, toute la France est ciblée et on a 5 € par campagne ici publicitaire quotidienne. Ce qu'on voit premièrement, c'est ici l'effet du mot. On peut le voir, un ajout de mots, donc pour les personnes qui réalisent des campagnes publicitaires, mettez le moins de mots possible parce que ça diminue la qualité de la publicité de manière assez importante et donc ça impacte de manière forte ici l'affichage publicitaire. Donc ici on voit tout simplement l'effet de la longueur du texte. Plus on rajoute de mots, plus ça diminue la qualité perçue par l'algorithme et plus on a un moindre affichage publicitaire. Et puis si on s'intéresse un petit peu au sens du mot, ce qu'on voit c'est que si on garde un terme plutôt neutre, les hommes bénéficient toujours plus d'affichage publicitaire que les femmes. Par contre, dès qu'on utilise ici un mot qui est orienté vers les femmes, on arrive à davantage les citer. Donc ici, le choix du mot, à la fois l'ajout du mot, mais également le choix du mot a une importance capitale quand on réalise une campagne publicitaire. Parce que là, vous avez ajouté le mot woman. Donc là, on avait ajouté le mot woman. Et là, c'est pareil que les plans de tricot, couture, enfant, tout ça, le truc... Très stéréotypé. Très stéréotypé. Alors ça, on n'a pas essayé, très stéréotypé. Ce qu'on voulait faire par ailleurs, c'était faire des publicités très stéréotypées, typiquement de la musculation pour les hommes et des cosmétiques pour les femmes. Mais c'est des travaux en fait qui ont été également réalisés. Ils ont montré qu'il y a clairement une polarisation. Les hommes reçoivent la publicité pour la musculation et les femmes la publicité pour les cosmétiques. Voilà. Donc, du coup, là, on voit vraiment l'importance du sens du mot et donc de l'ajout du mot. Après, on s'est un petit peu intéressé également à savoir, ok, est-ce que ça s'est toujours passé comme ça? Est-ce qu'au final, on n'a pas un effet d'apprentissage de l'algorithme? Au début, il ne savait pas trop, puis ensuite, à la fin, finalement, il a su un petit peu comment se comporter. Et ce qu'on voit, c'est que dès le premier jour de la campagne jusqu'au dernier jour de la campagne, l'écart reste constant ici entre les publicités, donc que ce soit la publicité de contrôle, de traitement et entre les hommes et les femmes. L'écart reste constant et il n'y a absolument aucun learning effect, aucun effet d'apprentissage de l'algorithme. La campagne commence, il se dit ok, je sais comment je vais l'afficher et il continue jusqu'à la fin. Alors maintenant, c'est un petit peu, cet article il date de 2017, c'est un petit peu moins vrai parce que Meta a mis en place ce qu'ils appellent une learning phase, où pendant 2-3 jours, l'algorithme essaie de comprendre en fonction des réactions des utilisateurs comment afficher de la publicité, mais ça ne marche pas très bien non plus. Donc voilà, donc là on a vu un petit peu tout simplement ici qu'il n'y a pas d'effet d'apprentissage et puis ensuite on s'est dit bon, peut-être que ça peut être lié à l'intérêt des individus pour la publicité. Donc on s'est intéressé un petit peu au taux de clic, savoir si les femmes cliquaient plus que les hommes ou les hommes cliquaient plus que les femmes. Et en fait on n'observe pas vraiment de différence ici d'intérêt. Même parfois les femmes sont plus intéressées par la publicité. Donc ce qui devrait suggérer qu'elles devraient en recevoir davantage. Et puis enfin, on s'est dit, bon, on veut également vérifier ce qui a été montré dans la littérature. Est-ce que les femmes sont plus chères ici? Et la réponse est oui et non. Oui, parce que si on reste dans le contrôle, les femmes sont significativement plus chères à atteindre que les hommes. Mais dans le traitement, cette différence ici de coût disparaît. Donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de tout simplement de vérifier. Et donc pour résumer, ce à quoi on va dire on s'est intéressé, c'était tout simplement voir si agir sur le contenu ici de la publicité pouvait permettre d'agir un petit peu sur les biais algorithmiques. Et ce qu'on a fait, donc on a réalisé 2 expérimentations de terrain, une au niveau des lycées. On voit qu'on arrive à éliminer ce biais de genre.
et une au niveau des biais où on voit que à la fois la longueur et l'adaptation du texte ici a une importance. Et donc, ici, les résultats qu'il faut en retenir, c'est premièrement que oui, on peut réduire les biais, mais ça a un coût, c'est-à-dire un moindre affichage publicitaire pour l'ensemble de la cohorte, pour l'ensemble des personnes ciblées. Et puis, un mot supplémentaire diminue de manière drastique la publicité, la qualité de la publicité et donc son affichage, et la signification du mot ici est très importante. Donc, donc là, j'ai fini un petit peu la présentation, mais j'ai d'autres études également, si jamais, pour les secondes versions, version 2 et 3, si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Du coup, enfin, moi, je me pose plein de questions parce qu'on parle beaucoup des biais de l'IA, bien évidemment, alors en effet, dans le recrutement, ce qui est très flagrant. Parce que là, c'est un algorithme Facebook. Oui. D'accord. Est-ce que c'est vrai pour tous les autres algorithmes de, je sais pas, Instagram et autres réseaux sociaux, Switch, TikTok, ou je ne sais. Alors, sur Instagram, oui. Ces reproduits se comportent de manière différente, bien que Instagram appartienne maintenant à Meta. L'algorithme, ce sont bien deux algorithmes très différents qui fonctionnent sur chacune des plateformes, mais on retrouve ce biais-là. Pour ce qui est de TikTok, ça je sais pas parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester et j'ai pas encore vu d'études à ce sujet sur cet algorithme-là. Parce qu'au niveau d'une entreprise qui s'aperçoit qu'en effet, Amazon c'est une entreprise un peu particulière, mais une grosse entreprise, Engie par exemple, oui. ou, qui fait aussi du tri de CV par IA. Oui. Alors je ne sais pas d'où vient cette IA, hein, et qu'ils l'ont acheté à quelqu'un, mais du coup, ils font comment pour éviter ces biais? Alors, en effet, c'est souvent. Bon, là, on a mis énormément de côté négatif en avant hein, de l'IA. Il y a quand même beaucoup de côté positif, il faut quand même le rappeler. C'est vrai que c'est une grosse préoccupation des entreprises, hein, en particulier dans le recrutement. Les entreprises ont de plus en plus de CV. C'est notamment, là, j'ai eu l'occasion de travailler, donc tu le mentionnais avec Engie. On a eu l'occasion avec d'autres chercheurs de l'école de travailler avec eux. Et donc, le but ici, c'est de premièrement, regarder les biais humains, prévenir un petit peu les biais des recruteurs qui pourraient être potentiellement reproduits par l'algorithme. Parce que cet algorithme, en fait, tout simplement, même s'il est sous-traité, il va être entraîné sur une base de données. Et ici, c'est la base de données qui va quand même être assez importante dans la réplication des biais. Donc, premièrement, la première étape, c'est identifier un petit peu les biais au sein de notre organisation, au sein de nos collaborateurs, en particulier dans le cadre du recrutement. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est en effet comment on s'assure que l'entraînement, ici, que l'on fait de l'algorithme correspond, on va dire, à l'objectif tout simplement de l'entreprise. Et donc ça vient en second temps à travers s'assurer qu'on a assez de diversité dans la base de données, qu'on a suffisamment testé et que ça correspond à ce que l'on cherche. Mais par exemple, donc là, typiquement, c'est la mise en évidence de biais algorithmiques, mais les algorithmes peuvent également mettre en évidence des biais humains. C'est notamment ce qu'avaient montré donc, des chercheurs ici, John Kleinberg et Sandy Nathan notamment, où ils ont entraîné un algorithme sur les décisions de Cour de justice aux États-Unis. Donc, ils ont entraîné en fait l'algorithme sur cette base de données-là. Et puis, ils vont recalibrer l'algorithme en cours de route en disant pour tel crime, en fait, la peine, c'est pas. Et ce qu'ils ont pu mettre en avant, en fait, c'est tout simplement des biais des juges qui avaient tendance à décider des peines beaucoup plus lourdes pour les Afro-Américains et les Hispaniques. Donc, voilà, ça peut être également ici un atout. L'IA, c'est clairement un atout, mais il faut pouvoir s'assurer qu'on l'utilise ici pour un objectif tout simplement qui nous intéresse et qui correspond à cet objectif-là. Et donc, comment on peut mieux, donc avec le Digital Service Act, en fait, comment il compte s'assurer, pouvoir contrôler que l'algorithme n'apporte pas de biais.
Alors c'est vrai que cette histoire de biais, l'État, ils sont au courant depuis assez longtemps. Hein, ils sont au courant assez longtemps, ça fait pas forcément partie de leur priorité numéro une. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, le Digital Service Act, ça va les forcer à quelque part donner un sens d'explication. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'on met quelque chose en input, on a quelque chose en output, on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu. Et c'est très compliqué pour les entreprises, même qui contrôlent, on va dire, toute la chaîne, de comprendre ce qui se passe au milieu. Et donc, ici, ça va les entraîner, ça va on va dire, les obliger à davantage tester, en fait, leur algorithme. Ça va être principalement ça. Ça va les obliger un petit peu à tester davantage ce qui se passe. Pour s'assurer qu'il est compliant, puisqu'on va avoir quand même 6% du chiffre d'affaires mondial qui va être en jeu si jamais ils ne sont pas assez compliants. Et pour ce qui est donc du test et de l'algorithme, ici c'est vrai que les entreprises, elles sont assez, on va dire, en difficulté parce que en effet, elles ne savent pas forcément toujours des fois elles sous-traitent. Ça se renvoie aussi la balle entre sous-traitants et entreprises. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que en fait, il y a des choses qui sont totalement incontrôlables. Même si on sort du contexte, on va dire, de la publicité. Tout simplement le jeu de Go avec AlphaGo où c'est une startup qui a entraîné en fait son IA contre elle-même et tout simplement qui a commencé à adopter des stratégies faiblement dominantes dans le cadre des échecs, qui n'étaient pas du tout jouées par les champions, mais qui permettaient d'aller plus loin. Et ça, c'est tout simplement des décisions qui ne peuvent pas être prédites et pas forcément être comprises. C'est titanesque comme boulot de contrôler. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, et puis, bon, ça ajoute à ça, en fait, le fait qu'on n'a pas forcément accès à l'intégralité, en fait, tout simplement, de la chose, c'est-à-dire qu'on n'est que d'un côté. Donc, nous, on fait un peu voilà, d'audit où on essaie de contrôler ce qu'on a en input et puis de voir ce qui sera en output. Mais on ne peut pas demander à ces plateformes qui sont propriétaires de leurs innovations de tout simplement nous dire, de leur dire maintenant, il faut nous laisser accès. Puis, dans tous les cas, je ne suis pas sûre que dans le cas des algorithmes, ça ait un grand intérêt étant donné l'évolution des paramètres assez rapide. Donc, l'évolutivité du code. Voilà. Tout un sujet, ouais. Il Tout y a confiance en fait, hein, c'est un peu ça. Tout à fait. Et par exemple, là, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont amusés un petit peu avec ChatGPT. Moi, j'ai essayé de lui faire dire un peu des choses sexistes, des choses comme ça. Et bon, visiblement, la réponse qu'il a donnée, c'est je ne réponds plus parce que je ne suis pas entraînée et je ne suis pas habilitée à délivrer ce genre de commentaires. Voilà, donc il y a visiblement quelque chose voilà, qui avance. Mais par ailleurs, si on lui demande quelle est sa définition de la beauté, il va nous dire c'est plutôt une femme blanche, caucasienne, voilà. Donc on a toujours en matière des moyens un petit peu divers et variés, mais c'est sûr que c'est un travail très titanesque à la fois pour les régulateurs et à la fois pour les plateformes et puis aussi pour les utilisateurs parce que ils peuvent être, là on le voit bien dans le cadre de Amazon, clairement pénalisés avec non-accès à certaines offres d'emploi. Oui, carrément. Donc il y a des implications même autres que juste voilà, certains biais qui peuvent paraître un petit peu insignifiants. Mais bon, du coup, je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Oui, ok. Du coup, je peux peut-être vous montrer la V2. Donc là, lors de la V2, dans une seconde étude, ce qu'on a cherché à comprendre, c'était plus globalement quels étaient les moteurs de la prise de décision algorithmique, plus forcément centré sur les biais, mais voilà, qu'est-ce qui influence qu'un algorithme prenne une décision à un moment T. Et donc, on a fait 3 expérimentations de terrain, une sur Snapchat et 2 sur Facebook. La première, on a optimisé par impression et on a randomisé, en fait, on avait 4 photos.
deux photos qui représentaient des individus pris de dos, où on avait clairement ici une femme qui était représentée de dos et un homme représenté de dos. Et ils avaient également des t-shirts qui indiquaient 100%, 50%, 50% hommes, 50% machines, 100% épithète. Et pareil pour les femmes, 50% femmes, 50% machines et 100% épithète. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces deux publicités et on leur a coupé la tête. Donc ici, le genre était plus que signifié sur ce qui était écrit sur les t-shirts. Et on a passé un petit peu à la moulinette ces photos dans l'outil de Google, qui est le Google Cloud Vision. Et on voit qu'il est très bien capable d'identifier qu'il s'agit d'un homme et une femme quand on a deux photos complètes. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand on lui enlève la tête des individus. Donc c'est ce qu'on a fait pour Snapchat. Et on a voulu voir un petit peu comment il allouait ici les contenus. Et puis, dans le deuxième temps, on s'est intéressé là davantage au feedback des utilisateurs et comment ces feedbacks étaient intégrés par l'algorithme et interférés dans l'affichage publicitaire qui était réalisé. Et donc, ce qu'on a vu en termes de mécanisme, c'est le rôle des grands centres de population. C'est-à-dire que parfois, ces algorithmes, dans certains, on va dire, lieux, n'ont pas assez d'informations pour savoir comment afficher la publicité. Et donc, ils vont utiliser les données qui sont disponibles dans les grands centres de population, tels que des capitales comme Paris, par exemple, qui ne vont pas forcément représenter les centres d'intérêt des utilisateurs de manière locale. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir ce qu'on va appeler des événements aléatoires, c'est-à-dire des personnes qui vont beaucoup cliquer sur la publicité alors qu'il y a eu très peu d'affichage. Et ça, en fait, ça va avoir deux effets. Le premier, ça va clairement orienter l'affichage qui est fait par l'algorithme et ça arrête sa phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il se dit, OK, maintenant j'ai eu 30 clics, je sais comment afficher la publicité, j'arrête ma phase d'apprentissage. Et donc, on voit que cette phase d'apprentissage qui est réduite permet également d'expliquer pourquoi, à certains moments, l'algorithme décide de prendre une décision plutôt qu'une autre. Et donc, ici, l'application, elle est davantage sur le fait que forcer ces algorithmes à apprendre toujours plus rapidement, toujours plus, sur toujours plus de données, il y a un risque associé à ça qu'ils apprennent de données non représentatives qui va avoir un double effet. Premièrement, une baisse d'intérêt des utilisateurs qui vont partir de la plateforme. Et deuxièmement, ici, tout simplement aussi un manque d'optimisation de la publicité du point de vue des annonceurs. Donc, on va avoir d'autres mécanismes qui peuvent ici expliquer tout simplement la prise de décision algorithmique. Et puis, enfin, peut-être pour terminer, d'un point de vue de régulation, on s'est intéressé à savoir si les algorithmes pourraient être utilisés comme outil de régulation de la publicité. Donc, savoir si on pouvait tout simplement lui donner des règles et ils nous disent, bon, ben voilà, cette publicité ne correspond pas à nos règles, donc il ne faut pas l'afficher. Celle-là, c'est bon, on peut l'afficher. Et donc, on a utilisé en fait la Facebook Ad Library, qui est tout simplement une archive qui est publique, qui est mise à disposition par Facebook de toutes les publicités qui sont réalisées sur sa plateforme. C'est notamment lié à, on va dire, l'existence de bulles filtres, notamment avec l'élection de 2017 de Donald Trump, où ils ont voulu un petit peu montrer patte blanche, dire, bon, vous voyez, on met à disposition des contenus pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Et donc, on a collecté des publicités sur cet outil et on a collecté donc des publicités qui étaient relatives à la pandémie de Covid-19 et on a également collecté des publicités qui n'étaient pas reliées à la pandémie de Covid-19 mais qui étaient réalisées par les mêmes publicitaires. Donc, on a fini avec plus d'1 million de publicités, environ 10 000 publicitaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que tout simplement, ici, les publicités qui portent sur le Covid-19 et qui sont réalisées par les organisations gouvernementales se font plus disqualifier. Ce qui est totalement, on va dire, contre-intuitif parce que ce sont en général déjà des institutions qui sont les moins susceptibles de conduire de la misinformation, de la désinformation, pardon, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ici, on voit également que il y a une implication de santé publique qui est le non-accès à l'information pour les utilisateurs qui ont été confinés et pour lesquels, en tout cas, Facebook est une source d'information. Et donc là, on voit que l'algorithme a tendance à disqualifier davantage ces publicités Covid
réalisées par ces organisations gouvernementales sans trop pouvoir expliquer pourquoi. Mais c'est en Europe, mais du coup pas aux US. Voilà, c'est principalement le cas ici en Europe, tout à fait, et pas aux États-Unis. Alors là, on va dire l'explication qui peut être. Et au début, on s'est posé la question en fait, est-ce que les institutions de régulation européennes, elles comprennent pas les règles? C'est la première chose qu'on se dit. On se dit peut-être qu'en fait, les règles qui leur sont affichées, elles sont pas claires. Et puis en fait, on s'est rendu compte que non, parce que parmi ces publicités, on a fait de l'analyse, donc du topic analysis. Les publicités sont très peu différentes en termes, on va dire, de wording. On a fait également checker ces publicités par des travailleurs sur Amazon Mechanical Turk pour voir si pour eux il y avait de la désinformation. Non, c'était pas le cas. Ici, on voit que parmi ces institutions gouvernementales situées en Europe, sont les plus susceptibles de resoumettre la publicité et de la faire accepter. Donc, au final, ce sont peut-être les plus susceptibles de comprendre les règles quand elles se font disqualifier. Et en fait, c'est pour la simple et bonne raison que ici, ces publicités sont disqualifiées parce que l'algorithme va les intégrer dans une catégorie de publicité particulière qui s'appelle Social Issue, Election and Politics. Alors que pour ces publicitaires-là, cette publicité ne tombait pas dans cette catégorie-là. Et donc, ils sont bannis un petit peu de manière injuste parce que l'algorithme les a classifiés dans cette catégorie, alors que pour eux, ils ne correspondaient pas aux critères de cette catégorie. Mais après, au final, quand ils sont notifiés, ce sont les plus susceptibles à resoumettre leur publicité, mais par contre, on voit que la majorité, quasiment 80% d'entre eux, ne resoumettent pas. Donc, ça veut dire quand même qu'on a un non-accès à l'information assez important. C'est grave. C'est assez dérangeant. En termes de santé publique, ça peut être un petit peu problématique. Oui, là. C'était la V2 et la V3, on va dire, de la première étude. Et est-ce que, puis maintenant, avec l'apparition des images génératives, en fait, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a des raisons que ça change? Est-ce que ça va être différent? Alors oui, je pense qu'il faut rester optimiste. Il y a forcément, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Et comme je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de ChatGPT, on voit que on a quand même une sensibilité à la fois des développeurs qui développent ces outils, tant sur l'entraînement que sur le design, et qui ont plutôt bien intégré l'existence de ces biais-là et qui veulent essayer à tout prix de les réduire. Donc je pense qu'on peut être plutôt optimiste. Après, c'est vrai qu'en termes, pour des plateformes comme Meta, Instagram, TikTok, qui reçoivent des millions et des millions de publicités, ou même Twitter avec des millions de tweets, ça peut être très compliqué d'automatiser ici à grande échelle le filtre qui est fait. Il y a tellement d'hétérogénéité dans le contenu que ça peut être assez compliqué tout simplement de s'assurer de minimiser, on va dire, ici les erreurs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions dans le public Ça me laisse espoir. Oui, ça me laisse espoir quand même. C'est... En effet. Si on est conscient. Je crois que c'est celui qui a initié ChatGPT qui dit qu'il faut arrêter tout ça. Oui. Un peu comme Einstein, et malheureusement, on a vu le résultat. Einstein, il avait dit non, on s'est mis des bombes sur la tête. Donc là, c'est un peu. C'est sûr qu'il y a certains dangers liés à l'utilisation de ces IA. Là, c'est vrai que je pense que ces plateformes et même d'autres entreprises, elles ont maintenant, c'est tellement une source d'avantages concurrentiels, ces technologies-là, que ça va être très compliqué de leur dire, mais en fait, il va falloir faire autrement maintenant pour avoir un avantage concurrentiel. Voilà, ça va être la double dynamique à laquelle on va être confronté. Il y a un écosystème vraiment très important
voilà. C'est ça qui s'est développé, et puis maintenant on a l'économie de la donnée, on a des millions et des millions et des millions de données. Et puis des dizaines et des centaines de boîtes aussi. Enfin, Tout à fait, on a d'entreprises, donc de salariés, donc d'humains derrière et tout ça. Enfin, donc c'est pas très simple tout ça. Tout à fait, et donc c'est vrai que ça devient de suite très compliqué voilà, avec cette ère de la donnée, et puis de toute façon ces données sans, on va dire, des outils d'analyse, si on ne peut pas transformer la donnée en information, ça devient vite compliqué pour les entreprises. Donc c'est vrai que ça semble, voilà, ça va aider à une autre direction que celle qui a été prise, et je pense que ça va demander beaucoup d'efforts. Et puis aussi beaucoup de temps, certainement. Et beaucoup de temps également, oui. J'ai une question. Oui. Si on revient au pied initial, Oui. donc avant qu'ils découvrent par exemple Meta à l'époque, Facebook, ils découvrent qu'il y a vraiment un problème au niveau du ciblage publicitaire. Est-ce que le problème vient un petit peu de la racine, qui est que l'équipe de développement était principalement, on va dire, composée d'hommes? Éventuellement, est-ce que le problème vient du fait qu'à aucun moment ils se sont dit « Ah, il faudrait quand même faire attention par rapport à cette problématique ». Alors oui, il y a clairement, et c'est souvent un biais involontaire, hein, c'est pas forcément un biais volontaire des développeurs. Pour avoir travaillé avec eux, c'est souvent le cas. Mais oui, il y a des biais tout simplement du développeur qui est passé à travers l'entraînement, hein, qui est fait de l'algorithme. Le cas de Google tout à l'heure que je mentionnais, en 2021, c'était toujours pas réglé. Donc, et ça fait 7 ans. Donc en fait, on voit bien que ici, même si on essaie de sensibiliser, c'est pas encore tout à fait ça, mais en fait, les biais viennent soit voilà, inconsciemment des développeurs, de l'entraînement qui a été réalisé, de la technologie en elle-même, hein, il faut aussi dire ce qu'il y est, et puis ensuite tout simplement aussi d'autres ici mécanismes, comme on l'a vu par exemple des mécanismes économiques qui peuvent faire ici qu'on s'attend à un biais, mais qui n'est peut-être pas totalement un biais parce qu'il s'explique par autre chose. Mais oui, c'est clairement un des facteurs qui peut expliquer ça. C'est extrêmement grave parce que dans le cadre du développement de ces intelligences artificielles, aussi dans le cadre d'un outil de surveillance de masse, hein, qui n'existe pas aujourd'hui en Europe, mais qui commence à exister carrément en Chine, dans tout ce qui est reconnaissance faciale, etc. Donc après, c'est quand même hyper grave que ce soit des algorithmes qui finalement font de la ségrégation en fait, sur des minorités, qu'elles soient femmes, qu'elles soient latino, afro-américains, etc. Donc c'est quand même extrêmement grave quoi, de ce qui se passe. Oui, et puis bon, là, c'est bon, c'est dans le cadre d'une publicité, donc on peut se dire, bon, c'est pas assez grave. Mais par exemple, aux États-Unis, ça conditionne l'accès au financement des crédits, l'accès à certaines assurances de santé. Donc, on va dire que là, l'ampleur, elle est un petit peu différente. Mais c'est d'ailleurs ce qui a été montré. Hein. Ils ont montré justement qu'on avait un algorithme qui tout simplement assignait un taux ici tout simplement la probabilité de tomber malade beaucoup plus importante sur les Afro-Américains que plutôt sur les autres. Et tout simplement, en fait, ce qui est précisé, c'était les coûts de santé qui étaient associés à ces individus. Et bon, voilà, du coup, ces entreprises en général d'assurance, elles se basent quand même sur des benchmarks. Et donc, ça, clairement, il y a un coût, déjà, il y a une considération éthique. Puis, il y a un coût aussi économique et un coût d'accès pour les utilisateurs et pour les individus. Ah oui, c'est quand même hyper. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas encore une affaire réglée. C'est pas encore une affaire réglée. Il y a des questions dans les gens qui sont à distance? Pour le moment, dans le chat, il n'y a rien. Ok, super. D'autres questions dans l'Assemblée? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Clara.